départ, c'est un psychiatre qui reçoit des jeunes et qui découvre que les jeunes vont très mal, ont une dépression grave liée au climat. Et donc il alerte ses collègues psychiatres qui disent écoute, moi je traite de la vraie médecine, pas les petits bobos qui ont peur parce qu'ils mangent des fraises en hiver, etc. etc. Et il dit si, c'est vraiment sérieux, etc., etc. Et la seule qu'il arrive à convaincre, c'est une jeune psychiatre. Et Raphaël. Il se trouve que j'ai une fille qui est une jeune psychiatre qui s'appelle Raphaël. Et du coup, comme je suis pas romancier, mon personnage, j'avais ma fille Raphaël dans la tête. Puis j'ai écrit le bouquin, puis à la fin, je me dis, mais peut-être qu'elle va pas être d'accord. Donc je lui ai envoyé le manuscrit en lui disant, écoute, voilà, j'ai écrit ça en t'imaginant, elle s'appelle Raphaël, mais si tu n'as pas envie, on l'appellera Gertrude, et puis tout ira bien, et puis au lieu qu'elle soit qu'elle soit blonde, elle sera brune, au lieu d'être ceci, elle sera cela, etc. Et Raphaël m'a dit, écoute, non, j'aime bien cette idée, et si je peux servir à quelque chose, je serais ravi. Voilà. Et donc Raphaël est une des personnages du livre. Un personnage que j'aime beaucoup, c'est juge d'instruction Claire Signoret, c'est ça? Oui, Claire Signoret, qui a pas mal de charme. Aussi, qui est inspirée d'une très grande magistrate que j'ai eu plaisir à faire, si je puis dire, revivre, parce qu'elle était morte d'un cancer peu de temps avant. Peut-être que vous avez entendu, je peux le dévoiler, qui s'appelle Nicole Mestracchi, qui était membre du Conseil constitutionnel, qui est une magistrate qui avait 2 combats dans sa vie: lutter contre les abus de toxicomanie et lutter contre la pauvreté. Et voilà, et donc j'en ai fait une femme, et un personnage. Voilà. Le commissaire Tréville, fils et petit-fils de juge, Tréville ne voulait pas enseigner mais investiguer. Il enchaîna donc sur l'école des commissaires. Il avait ainsi passé 2 ans à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dans l'école nationale supérieure de la police, à rappeler à ses nouveaux camarades qu'il était cacique, car il ne pouvait s'en empêcher, puis à se racheter en les approvisionnant en calissons d'Aix. Il descendait en lignée directe de Léonard Parly, le fameux calissonnaire, et adorait dire un calisson pour le commissaire. Il avait été vite adopté. Tréville avait comme caractéristique d'être un gentil camarade, bon vivant. Écumer les bouchons lyonnais était l'un de ses passe-temps favoris. Très formateur, disait-il. Il y fit connaissance d'un commissaire des renseignements généraux à la retraite qui l'initia à la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie à l'ancienne, celle qui regroupe des amitiés liées au respect de valeurs républicaines. Tréville se définissait comme un gauchiste de droite. De droite, certainement, par atavisme et par gaullisme primaire, le genre de garçon qui avait un portrait de De Gaulle au-dessus de son lit d'enfant. Pourquoi gauchiste ? Un côté anarchiste, une envie de défendre la veuve et l'orphelin. S'il avait rejoint la police, c'était par goût des enquêtes, même s'il n'utilisait pas ce mot. « Je suis chargé de l'énigme », avait-il l'habitude de déclarer. Il en avait résolu quelques-unes, ce qui avait renforcé son aura de seul cacique de toute la police française. 2 ou 3 meurtres avaient été élucidés par son talent. Et voilà comment il s'était retrouvé dans la brigade antiterroriste. Et là, j'avais été rattrapé par l'histoire parce que j'avais imaginé que les policiers, les préfets, les juges étaient réunis par le ministre de l'Intérieur en leur disant « Vous savez, le vrai terrorisme aujourd'hui, ce sont les écologistes et nous allons tout faire pour les empêcher de nuire. » Et le ministre de l'Intérieur, qui était Darmanin, a tenu un discours quelques mois après la sortie de mon livre. J'avais l'impression d'être plagié. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il avait, en effet... Et je le dis très sérieusement, ça a un lien avec l'introduction quand je parlais du 13 novembre. Moi, je veux bien qu'on trouve que les activistes, c'est pas bien, etc. Mais utiliser le même terme pour les terroristes du Bataclan que pour les gens qui s'enchaînent à un tableau ou mettent de la peinture au tableau, je recommande pas qu'on aille asperger de soupe les tableaux, même s'ils sont recouverts de verre. Mais utiliser le même terme, je pense que c'est vraiment... Ça induit une confusion dans les esprits qui est gravissime. Les balles de Kalachnikov, j'ai vu les patients avec les balles de Kalachnikov dans les jambes ou dans le thorax, et c'est des terroristes. Les gens qui pensent qu'il faut franchir les lignes jaunes pour éviter le réchauffement climatique, je ne peux pas
je peux pas accepter qu'on les appelle terroristes. Voilà, je trouve que c'est, même en mettant des guillemets, on peut pas mettre de guillemets là où il faut. Et puis il y a aussi dans le livre une dimension de résistance, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ils se réunissent dans le Vercors, qui est quand même un des hauts lieux de la résistance. Alors l'Institut de l'engagement se réunit dans le Vercors tout le temps. Pardon, oui. Université d'été, de réflexion, ils se retrouvent à Autrans en Vercors. Oui, alors le lien avec la résistance, il est... je pense que c'est des questions qui traversent beaucoup d'esprits. Quand on revisite l'histoire, on se dit souvent deux choses. Un, est-ce que j'aurais été du bon côté ? Et deux, à quel moment il faut décider que ça bascule du mauvais côté ? Et donc, c'est des questions qui se sont posées. Il y a, pendant la résistance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui sont restés du mauvais côté, il y en a qui sont basculés du bon côté. Il y a des gens qui ont basculé du bon côté après avoir été 2 ans à Vichy, mais ils ont basculé du bon côté, etc. Et là, face à la menace climatique, qui est une menace pour l'humanité, à quel moment... Donc, basculer du bon côté dans le temps de la résistance, c'est basculer dans la clandestinité, basculer dans l'action, basculer dans quelque chose qui était contraire à la loi de Vichy. La loi de Vichy vous disait pas d'aller saboter les trains. À quel moment on peut considérer qu'il faut basculer ? Non. Alors, quand je parle de ce livre, souvent aussi à un public jeune, ils me disent « Est-ce que vous poussez à la désobéissance civile ?» Oui, c'est vrai. Alors, moi, je suis par ailleurs membre du Conseil d'État, qui est un endroit où on fait l'état de droit. Non, mais quoi ? C'est pas évident. Et je dis quoi ? Et je trouve qu'il devrait y avoir une réflexion. Par ailleurs, le droit a fait un droit particulier pour les lanceurs d'alerte, dans le droit, même le plus strict, il y a toujours des espaces, parce que si on appliquait la loi, la société évolue, les problématiques évoluent, on a vaincu le Covid parce qu'on a violé la loi. En ne respectant pas le code des marchés publics, en faisant toute une série de choses, en respectant pas les horaires de travail. Si on avait respecté les horaires de travail, il y aurait eu 10 fois plus de morts. Mais il n'y a pas un type qui a dit violer la loi. C'est pas Trump. On s'est dit collectivement, sous le contrôle d'autres, l'intérêt général pousse à. Et je pense qu'on est dans des conditions dans lesquelles on devrait travailler aussi à cela. Je pense que quelqu'un qui décide de lui-même de violer la loi se met dans une situation très critiquable. Mais d'essayer de... je pense qu'il y a besoin d'aller bousculer quand même le système si on veut s'en sortir. Et la première chose, c'est quand même d'y réfléchir collectivement. Et c'est ce à quoi pousse le livre. Un des personnages dit à un moment, la vraie question est de savoir si nous, qui sommes censés être les plus engagés de notre génération, sommes spectateurs du désastre, ou pire, complices, ou si nous sommes prêts à nous sacrifier pour le stopper. Après, l'autre personnage lui répond, que veux-tu dire par sacrifier ? Et je mets beaucoup de choses dans le sacrifice, comme ceux qui ont pris le maquis, ici dans le Vercors, notre confort, notre sécurité, notre vie. Mais comment être sûr que cela sert à quelque chose aux âmes en sourds ? Cela servira au moins ta conscience, rétorqua Anna, et peut-être plus. Et je le redis, si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Voilà. Et donc ce livre est écrit il y a 18 mois. On se rappelle l'actualité immédiate. Oui. Valence, les derniers chiffres sur les glaciers. On devait être ne jamais dépasser 1,5 avant 2050. On est à 1,349 degrés de plus, etc., etc. On est quand même dans une situation qui est quand même très particulière. Donc je pense qu'il y a un moment où il faudra mettre fin à la Saint-Valentin. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous.